Là où je mets la différence, c'est vraiment RPO, volumétrie qui est beaucoup plus importante. Sur de la phase de préqualification, il faut que tu sois opérationnellement aussi aux attentes très vite. On peut pas fitter avec tous les clients. Moi, j'étais chez CCLD, je m'en souviendrai d'un client, je n'ai jamais recruté pour lui. 10 mois de mission, jamais recruté pour lui. Jamais. Ça marchait pas. Et en fait, je me suis dit, si j'ai le poste, la fille partira. Moi, elle m'a tiré dans les pattes, elle a voulu m'éclater au sol. Mais j'ai eu le poste de directeur associé. En fait, en ESN, on était un turnover qui est juste considérable. Hein. Aujourd'hui, je recrute des profils qui étaient indépendants en CDI parce que le marché est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus favorable de notre côté et j'ai pas besoin d'aller faire du job dating à l'étranger. Est-ce que tu dirais que du coup, les ESN sont des concurrents des cabinets de recrutement? Je dirais pas qu'ils sont concurrents, peut-être une concurrence indirecte, parce que je sais que nous, côté ESN, on travaille avec des cabinets de recrutement. Chez James, ils travaillent avec des cabinets de recrutement. Quand j'ai repris la main, je t'avoue, j'ai cuté tous les cabinets de recrutement. Et en fait, ce qui fait le cabinet, moi, je trouve que c'est la personne que tu as en face de toi. T'as beau travailler avec Robert Walter, Expectra, Michael Page, Pierre-Paul Jacques, c'est le consultant que tu as en face de toi. Et encore aujourd'hui, chez Artemis, je reçois des mails sur ma boîte mail pro et sur mon LinkedIn de prospection. Mais la prospection, tu faisais en 2000, quoi. Que ne soyez pas surpris si je ne fais pas de retour. C'est pas par prétention, c'est juste par cohérence. On est tous, un jour ou l'autre, le candidat, le partenaire ou le client de quelqu'un. Donc en fait, vous comprendrez que je vais décliner justement le fait de pouvoir travailler avec vous. Salut Fabien, comment tu vas? Hello! Je suis trop content d'être avec vous! Tu nous reçois dans ton salon? Ouais. J'adore. C'est chez moi. La déco est assez intimiste, cosy, j'aime beaucoup. Chaleureuse. Bon, ça va Fabien? Ouais, vous, ça va? Ça va très bien. Ouais. On est hyper contente avec Dorothée de t'accueillir sur ce podcast. On trouvait que c'était hyper intéressant de t'inviter toi en particulier parce que tu as une triple vision. Triple, et ouais. Tu as travaillé en interne, tu as travaillé en cabinet de recrutement et tu as travaillé en cabinet de conseil. Et donc, du coup, on voulait avoir ton retour marché sur ces trois expériences, finalement. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire, si d'aventure quelqu'un ne te connaissait pas, qui tu es et où tu en es aujourd'hui professionnellement, parce qu'il faut te suivre. Il faut me suivre. Alors déjà, je vais t'expliquer, c'est impossible d'être en 2025 et de ne pas savoir qui je suis. Je rigole, c'est bon, je rigole, ok. Non, pour la petite histoire, moi, j'aurais jamais dû finir dans les RH, parce qu'il y a 12 ans, je suis un diplômé d'école de communication avec un diplôme de DUT Tech Deco. Et je suis tombé amoureux de l'écosystème RH recrutement suite à un stage de fin d'études chez Publicis. Et maintenant, depuis 12 ans, j'évolue dans l'écosystème cabinet de recrutement, cabinet de conseil, autour des enjeux recrutement, RH, marque employeur. Tu l'as pas évoqué, mais j'ai eu ma boîte aussi que j'ai toujours pendant 2 ans. Et aujourd'hui, on va dire que je mets un point d'honneur à challenger le statu quo, à apporter un peu de paillettes sur nos métiers qui sont quelque peu controversés, que ce soit côté candidat, on l'a déjà observé. Et j'ai la direction du pôle recrutement et marque employeur chez Artemis sur mon poste depuis janvier, depuis le début de l'année. Et en plus de ça, j'ai une grosse casquette où je prends la parole autour des sujets liés à l'inclusion et la diversité. Donc je fais plein de choses, j'aime pas m'ennuyer. J'ai pas le temps de m'ennuyer, mais ça me plaît. Voilà. On s'interrompt 2 minutes pour vous présenter Calent. Calent, qui est un outil de sourcing pour les recruteurs, qui est plébiscité par la communauté Headlinker et qui nous fait l'honneur d'être le sponsor de notre première édition de podcast. Calent, c'est un outil de sourcing assisté par IA qui permet très simplement d'identifier les bons profils dans une base de plus de 100 millions de candidats, mais également de récupérer leur numéro de téléphone dans plus de 80% des cas, de lancer des campagnes multicanales, mail, MP LinkedIn et même WhatsApp, et même d'intégrer les candidats directement dans la plupart des ATS. La liste s'allonge tous les jours. Et Edouard n'en parle pas, mais moi qui suis sales, je pense qu'on peut aussi l'utiliser pour la prospection. Bref, c'est un outil multi-usage, très simple d'utilisation, qui est encore une fois plébiscité par la communauté Headlinker et qu'on ne saurait trop vous recommander. Génial, on va revenir sur le début de ta carrière. Putain, on reviendra un peu plus tard sur ce que tu fais aujourd'hui. Ok. T'as un parcours assez atypique. Ouais.
parce que tu as commencé effectivement dans un média, chez Publicis, en tant que recruteur, chargé des ressources humaines. Côté RH, oui, tout à fait. Côté RH. Après cette expérience, tu es parti en cabinet, alors que généralement, c'est l'inverse qui se fait. Ouais. On fait du cabinet et après, on va en interne sur des postes de direction, de responsable, etc. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Moi, je sortais de chez Publicis à l'époque, c'était des années folles où c'était un peu sur une chaise. Comment tu peux dire ça ? Sur un. Putain, il me disait tout le temps, t'es sur un. Siège éjectable. Siège éjectable, exactement. Et à l'époque, on recevait les CV papier encore. Donc, tu vois, t'es pas à l'abri de recruter ton remplaçant. Donc, j'ai fait du Publicis et après, je suis allé en agence média, une petite boîte qui était à Boulogne. Et je trouvais que j'avais besoin de structure, de beaucoup plus d'éléments factuels pour évaluer un candidat. Parce que je sortais d'école, je sors pas d'école d'RH, j'ai pas fait de master RH, donc j'avais besoin vraiment de méthodes, de structure, comment évaluer d'une manière hyper factuelle un candidat. Et en fait, j'avais trouvé à l'époque un cabinet de recrutement qui m'avait proposé justement cette opportunité de monter en compétences avec une directrice de bureau. Je peux les citer ou pas ? Bien sûr. Ouais. Directrice de bureau qui est Céline Finot. Bisous mon cœur. Avec qui j'ai beaucoup appris, qui m'a beaucoup challengé dans un beau groupe qui était CCLD, qui a été racheté par le groupe actuel aujourd'hui. Merci Yann Souget, qu'on adore. Et j'ai beaucoup appris en l'espace d'1 an et demi. J'ai jamais autant appris qu'auparavant dans ma carrière. Tu vois, donc j'ai commencé, j'étais diplômée en 2013. Je suis rentré chez CCLD en 2016. Ça a été un très beau tremplin. En termes de structure, en termes d'approche, en termes de comment j'évalue une compétence transposable à un comportement observé sur des scorecards. Ils étaient vraiment précurseurs à l'époque, mais c'était trop petit pour moi, j'avais besoin de plus, de sortir de ce cadre. Et je suis tombé dans le conseil juste après ça, pour l'oseille. L'oseille, bébé. Voilà pourquoi j'ai choisi le cabinet, besoin de me structurer, besoin de cadre. Mon jaune fluo était en mode, j'aimais tout le monde et j'avais besoin de structure. Vraiment, je parle de structure, de cadre, d'accompagnement, d'objectifs aussi, puisque en cabinet, chez CCLD à l'époque, c'était incroyable. On pilotait notre mini-entreprise. Objectifs, on devait projeter aussi, si tu veux, nos factures clients. Et après, en cabinet, on avait entre 20 et 22 missions à pourvoir sur des fonctions commerciales. Je suis beaucoup monté en compétences et ça m'a appris vraiment le métier. Bon, après, tu faisais des horaires, tu faisais du 8h 22h, 8h 21h. Bon. Souvent, tu cites dans les podcasts, je t'ai déjà écouté, t'as pas mal d'acronymes, en fait, de méthodes sous forme d'acronymes. Ouais. C'est là que tu as appris ça ? C'est là que j'ai appris la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat sur l'entretien structuré. Je l'ai appris chez CCLD. Et en fait, j'ai jamais autant appris en espace d'un peu plus d'1 an qu'auparavant. Et vraiment, c'est incroyable. Après, je suis venu aussi pour la manager de l'époque, la directrice de bureau, pour les gens qu'on avait en interne. Et les équipes, les consultants étaient top. Mais l'acronyme sur l'évaluation, c'est vraiment là-bas que je l'ai appris. Et tu étais sur une casquette consultant 360 ? Consultant, non. Chez CCLD, les missions étaient vendues par des directeurs du développement. Okay. Et nous, on récupérait la mission une fois que c'était vendu. Donc, tu avais un principe de facture à la compte, facture à la presse et facture au sol quand tu shootais avec le collaborateur. Soit tu facturais au démarrage de ton collaborateur, soit à la validation de la période d'essai. Et on avait uniquement toute la partie prod et tu prenais du business aussi sur la partie renew. Si tu re-signes avec le client. Et tu vois, moi j'ai accompagné un très beau client qui est LDLC Pro sur le B2B, la mise en place à Gennevilliers avec tous les ingénieurs commerciaux. Mais c'était incroyable. Mais c'était du business qui venait de la part des dirigeants. Hyper intéressant. Ou du développement commercial. C'est la raison pour laquelle après, tu as quitté le conseil parce que tu voulais gagner plus d'argent. Après, j'ai quitté le CAB pour aller dans le conseil, dans l'IT. Et j'ai compris qu'il y avait de l'oseille là-bas. Il y a de l'argent. Il y en a aussi en cabinet. Nous, en cabinet, je t'avoue, je t'ai pas payé des milliers des cents. On avait un seuil, somme toute, un peu qui ne me plaisait pas. C'est pour ça aussi la raison de mon départ dans mon cabinet à l'époque. Et quand je suis rentré dans l'IT, on me proposait une mission d'être en RPO chez Deloitte. Big Four, très belle image de marque, l'idée 10 personnes aussi en équipe. Depuis la défense, avec un développement d'une petite agence, et je trouvais vraiment que c'était canon. Tu mettais un costard ou pas ? Putain, alors moi, il faut savoir une chose. On m'a toujours dit oui. T'as vu, j'aime pas m'habiller. Alors, je m'habille en costume, mais c'est pas mon modèle, quoi.
Tu vois, j'aime bien être en débardeur, petite chemise. Mais t'étais pas comme ça chez Deloitte, si? Non, je n'étais pas comme ça. Il fallait que je sois un peu plus. Mais comme on était en marque blanche, donc j'alternais entre ma boîte pour laquelle j'avais été recruté et Deloitte Tourmajunga. Donc on était plus un peu en chemise, veste, quoi. Mais la cravate, c'était pas mon dél, quoi. Tu sais, ça me bloque ici. Moi, j'ai besoin de respirer, quoi. Et comme je mets une huile pailletée, il faut qu'elle se voie. Bah ouais. Voilà. T'étais en RPO du coup chez Deloitte. J'étais en RPO chez Deloitte en marque blanche, tout à fait. Quelle distinction tu fais ou tu faisais à l'époque entre le métier de consultant en recrutement, même si effectivement t'avais pas la partie BizDev, Oui. et le RPO. Après, quelle différence tu fais sur le job? Alors, c'était différent. Quand tu es consultant, tu avais un objectif de moyens de résultat. Mhm. Sur le RPO qu'on avait signé avec Deloitte, on avait un objectif de moyens, mais pas de résultats. Il fallait qu'on prouve factuellement. On avait une grosse partie chez Deloitte, c'était ils travaillaient pour les banques. Donc, on avait besoin d'accompagner, je te dis en marque blanche, puisque moi, quand j'appelais les candidats, j'étais Deloitte. Oui, bien sûr. Je ne me présentais pas en tant que la boîte qui est mandatée par Deloitte. Et on avait un objectif de moyens sur l'ATS, de préqualification, mais pas un objectif de recrutement. Quand tu es en cabinet où tu t'engages auprès de ton client, objectif de moyens, de résultats, à recruter ton collaborateur, peu importe ce que tu utilises en termes de moyens. Tu vois ? Et là où je mets la différence, c'est vraiment RPO, volumétrie qui est beaucoup plus importante. Sur de la phase de préqualification, il faut que tu sois opérationnellement aussi aux attentes très vite. Parce qu'en fait, on paye un forfait par mois. Je crois qu'on avait un forfait à 12 ou 15 000 balles par mois sur j'ai besoin de voir entre 12 ou 15 candidats par semaine. Grosse volumétrie, gros moyens et toujours des éléments factuels, pousser du factuel. C'est ce que j'avais appris chez CCLD, à pousser toujours des éléments factuels pour rebondir. Et tu vois, après la mission, on n'était pas loin entre 700 et 800 candidats qu'on avait préqualifiés. C'est énorme. Hein. Mais en fait, on te demande de tabasser, entre guillemets, du volume sur la partie RPO. Parce qu'on a besoin de toi à un moment clé, à un moment où tu as besoin d'accélérer, j'ai besoin de candidats. Donc, en fait, tu n'as pas le temps de monter en compétence. Tu dois être compétent rapidement. On a eu un onboarding de 10 jours. Donc, ça doit être rapide, quoi. Donc, c'est là où je mets un peu le curseur. Tu es plus en mode urgence quand tu as RPO et tu dois sortir du candidat beaucoup plus rapidement que quand tu es consultant avec ton client où tu as le temps de faire un kick-off, brief de poste, scorecard, tu découvres l'écosystème de ton client, tu vas déjeuner avec ton client, tu échanges de manière... Tu vois, tu vas chercher d'autres choses que tu n'as pas le temps avec le RPO, c'est en mode urgence. Tu arrives, il faut que tu sois opérationnel. Parce que c'est quoi le risque sinon ? Le risque, c'est que tu ne sois pas aux attentes et qu'ils dénoncent le contrat et qu'ils te disent bagage, dégage, bon voyage en fait, tu pars. Versus quand tu es en cabinet où tu as une mission là-dessus où tu galères un peu, tu sais que toi de ton côté, tu peux back-upper, soit tu bascules sur un autre consultant et tu te dis là aujourd'hui, je pense qu'après 2-3 mois d'essai, je suis peut-être pas la bonne personne. Donc tu back-up avec un autre consultant en interne et tu as d'autres missions. Ça dépend parce que chez CCLD, vous étiez à la compte. Chez CCLD, on était à la compte, le client était engagé. Donc, en fait, le client était mobilisé, si tu veux. Et parce qu'il y avait un très bon travail qui était fait de la part des BizDev, donc des directeurs du développement sales qui étaient des requins, mais smart, très sympa, on avait la compte. En RPO, tu payes directement le collaborateur en mode je facture au mois. C'est pour ça que tu dois être rentable hyper rapidement. Enfin, rentable aux attentes très rapidement. Bien sûr. Ouais. Quand il dit tu changes de collaborateur, c'était en interne dans le cabinet. Ouais. Tu organises, si moi demain ça ne matche pas, je vais mettre par exemple Camera qui a une autre approche, potentiellement un autre fit aussi avec le client. On ne peut pas fit avec tous les clients. Moi j'étais chez CCLD, je m'en souviendrai d'un client, je n'ai jamais recruté pour lui. 10 mois de mission, jamais recruté pour lui. Jamais. Ça ne marchait pas. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Du coup, vous ne faisiez pas du tout de succès chez CCLD ? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Ok. Non. Donc, tu restes 1 an et demi chez Deloitte ? Je reste chez Deloitte 1 an. 1 an. 1 an, et après, ils dénoncent le contrat et la boîte qui m'avait embauché avait du mal à se développer en France. Au final, ils ont pas mal externalisé dans l'est de la France. Et au même moment, je me fais chasser par ma boîte, mon ancienne boîte qui est James. Et là, je vais vraiment dans mon cabinet de conseil en janvier 2019. Ok.
Et j'ai fait la bascule comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quelle fonction tu es rentré ? Ouais. Et jusqu'où tu es allé avec Avec James. Ouais. Donc je quitte CCLD, je me fais chasser par... je quitte CCLD, je vais chez Deloitte, on dénonce le contrat, j'arrive chez James. Et là, j'arrive en tant que responsable recrutement marque employeur sur des fonctions digitales. Donc sur la partie digitale, sur un peu de recrutement en interne. L'idée, c'est de se dire... j'avais une fille en face de moi, un peu en concurrence, entre guillemets, qui, elle, était très profil data, profil DevOps, qui avait une bonne culture des profils data que je ne connaissais pas. Donc l'idée, c'est de se dire, si tu es aux attentes après 1 an, tu rentres en tant qu'associé au sein du groupe et tu reprends la direction du pôle. Moi, je me suis battu pendant 1 an. Moi, j'ai sorti tout ce qu'il fallait sortir. Les armes, les éléments factuels, ma bonne humeur, de la politique un peu interne, les recrutements stratégiques. Je me suis positionné. Je savais qu'à la clé, il y avait ça. J'ai eu le poste. Et en fait, j'ai été 1 an, franchement, j'ai bouffé des échanges avec des profils tech pour comprendre la data, pour comprendre les profils DevOps, pour comprendre les profils agiles. Parce qu'à l'époque, tout le monde voulait des coachs agiles. Coach agile, des PO, des product owners, il y en avait partout. Et en fait, je me suis dit, si j'ai le poste, la fille partira. Moi, elle m'a tiré dans les pattes, elle a voulu m'éclater au sol. Mais j'ai eu le poste de directeur associé. Et après, j'ai eu une évolution classique. J'ai fait un tour de 4 ans chez James. Une aventure, somme toute, vraiment, vraiment incroyable, où j'ai découvert les métiers, l'écosystème aussi conseil, le principe des intercontrats, le principe des missions, des besoins, de mettre en place des sujets liés à la cooptation, comment tu travaillais aussi sur des sujets liés à la marque employeur. En fait, en ESN, on était un over qui est juste considérable. Hein. Tu vois, donc c'est comment j'arrive à engager un collaborateur qui appartient à une boîte, mais qui part en mission au final chez un client, toujours compliqué. Et je travaille main dans la main, que ce soit avec la partie business, avec la partie marketing et la partie RH. Parce qu'en fait, le volet recrutement, c'est une relation tripartite que tu as au final. Et c'est comment je me mets en ordre de marche pour rembarquer tout le monde, tu vois, là où tu veux aller, sans froisser personne. Et donc, ça a été 1 an en poste de responsable. Après, j'étais 3 ans sur un poste de directeur, associé au sein du groupe. C'était génial. Ça fonctionnait très bien. Mais j'ai été essoré. J'ai une année, on a drivé jusqu'à pas loin de 320 recrutements à l'année sur du profil tout ventilé. Donc, que ce soit du profil junior via les POI, ça vous parle normalement. Les POI, préparation opérationnelle, emploi individuel. En fait, c'est des profils en reskilling qui sont demandeurs d'emploi, qui veulent monter en compétence sur un autre métier. Tu passes par Pôle emploi, ils leur donnent une formation de 3 mois et ensuite tu les embauches sur le métier en tant que junior. On recrutait les confirmés, on recrutait les experts. Et moi, j'avais tout le recrutement en interne, des profils practice manager, VP, des profils commerciaux, des profils RH. Hyper intéressant. Ouais, vraiment. Pour les auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un cabinet de conseil ? Cabinet de conseil informatique. Le principe de l'ESN, donc c'est l'entreprise du service numérique. Les clients finaux, que ce soit des clients bancaires, beauté, dans le luxe, nous mandatent pour une problématique bien spécifique autour du système, autour de l'IT, système d'information, la partie tech. Ils vont te dire, j'ai un besoin de migration sur cette problématique-là. Et nous, on envoie les consultants en mission qu'on embauche chez nous en prestation intellectuelle chez nos clients. Donc, tu peux avoir des missions de 3 mois, 6 mois, jusqu'à 3 ans dans la banque. Et tu peux avoir des techniques de vente qui sont soit de l'assistant technique, tu envoies un consultant unitaire et part 3 ans en mission, soit tu vends du projet. Par exemple, tu me dis, j'ai un projet de migration, tu vas vendre 3, 4, 5, 10 personnes sur ce projet, ou soit sur de l'infogérance. Donc, tu as différents modes d'intervention chez ton client, mais le principe, c'est que les consultants sont en mission chez ton client, embauchés chez toi. Donc, c'est ce qu'on appelle plus communément les SS2I. Voilà. Super, merci beaucoup, c'est hyper bien expliqué. Ouf. Sur le plan recrutement, quelle distinction tu fais entre un cabinet de recrutement et une SS2I ? Quelle distinction ? C'est vraiment différent. Le cabinet de recrutement... Sur la manière vraiment d'approcher la stratégie d'acquisition candidat. Ouais. Ta strat non interne, quand j'étais en cabinet de recrutement, ça reste toujours une strat, on va dire. Quand tu passes par un cap, tu veux un profil expert. Tu veux de l'expert, donc ça va être de la chasse, de l'approche directe pour un cabinet.
Nous, en interne, on a des leviers. Donc, comme je t'expliquais, il y a la partie POI qu'on peut activer, donc des préparations opérationnelles emploi individuel. On peut travailler aussi sur des programmes de cooptation. En cabinet, tu ne peux pas travailler sur les programmes de cooptation. C'est-à-dire que toi, demain, j'ai lancé un programme qui s'appelle Coop ton pote. Chez James, toi, tu es consultante. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Dis-moi un truc qui te fait kiffer. Tu es consultante DevOps. Voilà. On avait des communautés chez James qui étaient mises en place autour de la partie DevOps. Nous, quelle action concrète on pouvait faire autour du collaborateur pour que le collaborateur puisse nous coopter son réseau? Puisque une personne qui est issue de la cooptation, il y a des chiffres qui viennent te dire qu'ils viennent valider plus rapidement C'est Joseph qui dit ça. Voilà, leur période d'essai, parce qu'en fait, c'est plus en adéquation avec la culture d'entreprise, ça te ressemble plus. Donc, on faisait des actions autour de ça, coopte ton pote. À l'époque, c'était si tu me cooptes un collaborateur, tu as 1 000 euros au démarrage du collaborateur, 1 000 euros à la validation de la période d'essai. Ça va faire grossir la communauté des DevOps. On avait des communautés partout, que ce soit sur la partie cloud, sur la partie data ingénieur. Donc, tu as des leviers de cooptation que tu peux activer aussi en SS2I. Les profils plus confirmés, tu peux travailler typiquement avec des actions, faire de l'événementiel autour. Je fais un event où j'invite différents candidats, je viens les rencontrer, on va jouer à Mario Kart avec eux, on va manger des pizzas avec eux. Tu vois, tu as plein de partenaires qui le faisaient parce que tu recrutes pour toi. Et je trouve qu'en cabinet chez nous en SS2I, tu peux détecter des fois un profil un peu plus junior que tu peux mettre en ce qu'on appelle en shadow, j'ai pas le terme, il peut monter en compétence avec un profil plus expérimenté. Oui. Donc tu le mets en doublon avec un pair qui l'accompagne et que tu peux envoyer en mission. Ce que tu peux faire en cabinet de recrutement. En fait. Ouais, exactement, une sorte de buddy. Cabinet de recrutement, tu peux pas en cabinet de recrutement. Je viens, je paye 20 000 euros, 20 à 25% la prestage, ou un profil confirmé plus expérimenté. Toi, en interne, je trouve que tu as des leviers en SS2I qui sont plus simples d'activer qu'en cabinet de recrutement. Parce que généralement, le cabinet de recrutement, c'est un peu la ressource. Alors, moi, je le vois comme ça. C'est un peu la dernière recours de je galère, je trouve rien du tout sur le marché. Tu vois, pour donner une autre idée aussi, on a travaillé sur des job dating depuis la Tunisie. Donc, comment on travaille sur la mise en place de job dating à distance qu'on a géré. On a géré jusqu'à 120 personnes à distance. Et ensuite, on a été rencontrer les consultants en Tunisie et on a fait de l'introduction de main-d'œuvre étrangère sur le territoire français. Et tu peux pas le faire avec un cabinet non plus. Donc, en fait, tu as tous les leviers qui sont possibles, exploitables en SS2I que tu n'as pas forcément en cabinet de recrutement. Oui, c'est beaucoup plus facile pour vous de le faire en cabinet de conseil plutôt qu'en cabinet de recrutement parce qu'effectivement, nous, les entreprises doivent prouver que sur le territoire national, pour recruter par exemple un étranger, que sur le territoire national, elle ne l'a pas trouvé. Tout à fait. C'est une procédure qui peut être relativement longue, qui nécessite un peu de cash, etc. Alors qu'effectivement, en ESN, ce n'est pas tellement un sujet parce que vous les recrutez... Enfin, si, c'est un sujet, mais effectivement, vous avez les moyens. Vous avez des moyens, ce que je comprends, c'est que vous avez des moyens plus importants pour le faire. Alors, je pense c'est pas une histoire peut-être de moyens, c'est une histoire de... Comme j'ai des clients derrière, j'ai une vision business qui est suffisamment claire. Ouais. Je sais que sur l'année, j'ai ventilé 300 recrutements. Comme je les ai ventilés sur le reste du mois, je sais que si je lance une session job dating en Tunisie au mois de février, ils vont arriver qu'en septembre ou en octobre, j'arrive à projeter ça. Tu vois ce que je veux dire? On a peut-être un peu plus de cash aussi, mais on est plus équipé, c'est plus automatisé, c'est plus industrialisé aussi. On connaît nos métiers. Mes recruteurs étaient aussi formés et acculturés par vertical métier adressé. Donc, ils étaient experts. J'avais une expert data, une expert DevOps, une expert agile qui connaissait les métiers. Et après, pour que ça nous coûtait moins cher, on a ouvert aussi des entités en Espagne où on a fait partir des VIE qui travaillaient sur le marché français, calqués sur le modèle un peu des éditeurs de SaaS, des éditeurs logiciels. Donc, tu vois, il faut trouver des leviers qui ne te coûtent pas cher, où le ROI est bon parce que tu parles aussi de ROI. Si je fais un job dating à l'étranger, je vais rencontrer 120 personnes. Je suis content si j'en recrute combien? Je suis content s'il reste combien de temps? Je suis content si, tu vois, tu te poses toutes ces questions-là. Et pourquoi t'en parles au passé? C'est pas le cas dans ta nouvelle ESN? Dans ma nouvelle... Alors, on est sur un marché qui s'est un peu inversé. Ah bon? Voilà, on a beaucoup de candidats en ce moment. On n'a plus besoin de faire des job dating. Alors, je fais plus de job dating depuis l'étranger. Le marché est beaucoup plus mature et les profils qu'on allait chercher en Tunisie à l'époque ou au Maroc, ça fonctionnait très bien.
sur une certaine techno. Moi, aujourd'hui, je suis plus sur des métiers liés à l'infra, le système, le réseau. Les profils en France qu'on a aujourd'hui, je recrute des profils qui étaient indépendants en CDI parce que le marché est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus favorable de notre côté et j'ai pas besoin d'aller faire du job dating à l'étranger. Et aujourd'hui, nous, les clients, que ce soit de la banque, des clients de la mutuelle, ils veulent que des profils confirmés. Donc, ils vont passer par nous, ESN, mais derrière, tu as une nouvelle concurrence, toutes les plateformes. Le Hibou, Malte, Turnover IT, qui vendent en direct. Toutes les autres ESN aussi. Donc, tu es en concurrence constante avec tous les profils. Mais aujourd'hui, je te jure, je touche du bois, hein, on a des candidats. On a moins de missions côté client parce que les projets sont aussi beaucoup plus matures depuis toutes ces années. Est-ce que tu dirais que du coup, les ESN sont des concurrents des cabinets de recrutement ? Je dirais pas qu'ils sont concurrents, peut-être une concurrence indirecte. Parce que je sais que nous, côté ESN, on travaille avec des cabinets de recrutement. Moi, quand je suis arrivé chez James, ils travaillaient avec des cabinets de recrutement. Quand j'ai repris la main, je t'avoue, j'ai cuté tous les cabinets de recrutement. Tu peux dire avec qui tu travaillais ou pas ? Si tu t'en souviens ? Je me rappelle plus. Ok. Franchement, je me rappelle plus. C'est qu'ils étaient pas assez bons. J'aurais adoré... Il y a, de toi à moi, il n'y a aucun cabinet qui m'a marqué. C'est horrible ce que je te dis, hein. Hormis vraiment CCLD, là où j'ai travaillé, quand on était vraiment expert sur les profils sales, j'ai pas trouvé de cabinet hyper différenciant. Et en fait, ce qui fait le cabinet, moi, je trouve que c'est la personne que tu as en face de toi. T'as beau travailler avec Robert Walter, Expectra, Michael Page, Pierre-Paul Jacques, c'est le consultant que tu as en face de toi. Et comment ton consultant comprend ta problématique et comment il va se démener et va être orienté solution plutôt que de me dire ouais mais machin en fait parce que moi je les éclate, tu vois, mais je les éclate d'une manière toujours bienveillante, de se dire bah voilà, aujourd'hui il n'y a pas de profil, vous êtes allé chercher où, est-ce que vous avez identifié nos concurrents, c'est quoi les points bloquants, c'est quoi les irritants. Moi je suis posture assez posture conseil, posture orientée business ensemble, c'est un partenaire, tu vois. Moi je veux pas qu'un cabinet soit juste bon vas-y je te donne, tu cherches. Non, il faut engager le cabinet. Donc tu me dis quel cabinet, je sais pas, ça m'a pas marqué. Tu as trouvé qu'ils avaient jamais, quand tu posais ces questions-là, il n'y avait pas de répondant, ça, en tout non. cas c'était creux quoi, c'était pas... Ouais, parce qu'en fait là, pas de différence. les consultants, je prends par exemple un exemple d'un très gros qui est à Neuilly, je vais pas citer lequel, ils prenaient des sorties d'école et en fait on leur donnait 30K avec du variable, les mecs ils arrivaient ici, ils connaissaient rien. Donc on avait nous en face des décideurs sur des problématiques et en fait ils savaient pas. Tu vois, l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient de très grosses bases de données où ils arrivaient très rapidement à sortir, si tu veux, des consultants. Et encore aujourd'hui, chez Artemis, je reçois des mails et des mails sur ma boîte mail pro et sur mon LinkedIn de prospection. Mais la prospection, tu faisais en 2000, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, tu peux... Ouais. C'est-à-dire, bonjour monsieur Caldarella, j'ai vu que... déjà, tu as le monsieur Caldarella. J'ai un monsieur Caldarella, c'est vrai. Qu'en fait, il y avait un poste ouvert, nous, on est machin, on fait ci, on fait ça. Je sais pas, qui fait ça ? C'est comme si moi, côté candidat, j'envoyais un message au candidat, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai une opportunité pour toi... Si on en parle. Ça n'existe pas, ce ça que existe, tu dis. mon cœur, ça existe, je suis sûre. Ma vie, je te jure, ça existe. Ils sont pas passés chez Camera, ces gens-là. Ils sont pas passés chez Camera. Camera, je pense que le champ des possibles, boulevard, la route est belle encore pour toi. C'est chaud, hein ? Vraiment. Et tu veux pas nous balancer une pire expérience que tu as eue avec un cabinet de recrutement ? Toi, t'aimes trop les problèmes, je vais vous raconter. Parce que tu sais, toi, t'aimes les problèmes, toi. Je la raconte. Il y a un an, tout pile, je me questionne vraiment sur est-ce que j'ai envie de continuer avec ma boîte. Je travaillais avec des clients en ESN et j'étais tout seul. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de retrouver une dynamique d'équipe, de retrouver cette émulation, de retrouver les petits potins du week-end à la machine à café, quoi. Moi, j'adore, tu vois, parler make-up, parler cheveux, parler... j'adore. Avec les équipes, franchement, on kiffe, c'est génial. Et je me remets en recherche et je trouve quelques posts sympas sur LinkedIn. Je réponds à différentes annonces. Je me rends compte sur certaines annonces, telles les personnes qui recrutent qui sont attachées. Tu sais, ça humanise le truc, quoi. Donc je postule, je fais un message à la personne qui est en charge du recrutement. Pas de réponse. Je fais un deuxième message, pas de réponse. Passe. Je fais mes process avec Artemis, coup de cœur pour ma boss, qui est genre incroyable. Bisous, mon cœur.
J'ai une boss vraiment géniale avec qui ça marche très bien. Je commence en janvier. Je te jure, devant Dieu. Je reçois un message 3 semaines après ma prise de poste d'un associé de ce cabinet-là. Bonjour Monsieur Caldarella, j'espère que vous allez bien. Au vu de vos fonctions chez Artemis, il semblerait qu'ils avaient vu des postes ouverts sur LinkedIn. Il faudrait qu'on s'en parle. On attache une grande importance à l'expérience candidat, machin. Écoute-moi bien. Je suis un soir avec ma voisine, je lui dis, Kat, parce que ça s'appelle Catherine, ma voisine Cathy. J'ai reçu un message d'un associé du mec qui m'a gossé sur LinkedIn. Je fais quoi? Non, chouchou, tu fais un post et tout. Machin. Donc j'ai fait un post en mode, mon post, il a éclaté. Il a fait 500 000 vues, 2000 j'aime sur LinkedIn. J'ai juste expliqué que ne soyez pas surpris si je ne fais pas de retour. C'est pas par prétention, c'est juste par cohérence. On est tous, un jour ou l'autre, le candidat, le partenaire ou le client de quelqu'un. Donc en fait, vous comprendrez que je vais décliner justement le fait de pouvoir travailler avec vous. Tu vas rigoler, mais la petite histoire, des chargés de recrutement de son cabinet sont venus liker mon post quand même. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, si t'es cabinet, fais un retour bien reçu, pas cohérent, non, merde, oui, mais en fait la roue tourne. Et je trouve ça vraiment dommage, sachant qu'on est les décideurs demain sur ces... Demain, tu veux travailler avec moi, c'est très bien que tu vas passer avec moi. Donc si tu ouvres un poste de directeur recrutement, marque employeur, soigne ton expérience des candidats, puisque demain, on était futurs clients. Il y a une Tu vois, vision très court-termiste. J'avais pas besoin de toi maintenant, mais par contre, j'ai besoin de toi dans 3 semaines, donc je te demanderai dans 3 semaines. Et à contrario, une petite histoire, j'ai des candidats que j'ai jamais recrutés chez James qui nous ont fait travailler quand ils sont rentrés dans des DSI côté client. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils ont vécu une expérience unique et légendaire. Et ils se sont rappelés de nous. Et c'était trop cool. Bah ouais, carrément. Tu vois? Et je trouve ça génial parce que le process a été transparent, parce qu'on a été... je leur ai dit, on ne sait pas faire. Tu as des candidats, ils voulaient... À l'époque, c'était les REM les plus hauts, toujours plus de REM, et on ne savait pas faire. Donc en fait, je leur ai dit, je préfère qu'on reste en contact. Tu me donnes des nouvelles régulièrement. Ils sont partis chez les clients finaux. Ils nous ont fait travailler avec les DSI. Et ça, c'est une victoire. C'est vraiment cool. Ouais. Tu nous as parlé de ta pire expérience avec un cabinet Oui. mais côté candidat. Ouais. Moi, je veux ta pire expérience côté directeur du recrutement. Si tu en as une à nous raconter. La pire... Mais avec un candidat? Non, oui, ça peut être... ta pire expérience avec un cabinet de recrutement en tant que directeur du recrutement, avec un candidat ou pas. Pour un prestat, quoi. Ouais. Tu travailles avec un cabinet partenaire. Bon, tu les as tous virés, tu nous as dit, mais... Mais non, mais en fait, tu vas rigoler. Hein. Je te jure que j'ai jamais travaillé avec un cabinet. Jamais. Pourquoi? Et parce qu'en fait, moi, comme j'étais en cabinet, je sais comment automatiser, je sais comment processer, je sais comment... Et en fait, j'ai jamais eu besoin, moi, quand j'étais là, d'externaliser. Et en fait, c'était un peu aussi mon parti pris de se dire, si tu me payes un peu cher et que j'ai des objectifs conséquents sur une équipe conséquente, il faut que je puisse délivrer. Et que ce soit... J'en ai connu un quand j'étais chez Octo, un cabinet de recrutement. Et pour le coup, j'avais vraiment une consultante en face qui captait les profils data dont on avait besoin. Mais après, Accenture est arrivé. J'ai dû échanger 2-3 fois avec elle. Mais c'était un cabinet qui était à Londres. Parce que c'était tu travaillais avec les cabinets référencés chez Accenture qui te permettaient de travailler. Par contre, j'ai eu une expérience hyper positive avec un cabinet qui s'appelle SP Search, Patricia Cabot, qui m'a recruté quand j'étais chez James pour m'envoyer chez Octo. Là, ça a été en tant que candidat exceptionnel sur un poste de directeur recrutement. Tu vois ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait d'exceptionnel ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Le feedback. Feedback, l'accompagnement, le petit message avant l'entretien. Bon courage Fabien, ça va le faire. On se préparait la veille aussi. Il y a eu le suivi tout le long jusqu'à... Bon, malheureusement, on a arrêté la période d'essai. Et aujourd'hui, vous allez rigoler. Hein. Aujourd'hui, celle qui m'a embauché, c'est ma cliente. C'est improbable ou pas ? Ça a été ma cliente, ouais. Comme quoi ? Et les rencontres, en fait, moi, je dis mon mojo au quotidien, mon mantra, je crée des rencontres qui créent des opportunités et de la valeur. Et tout ce que je fais avec le cœur. Si j'ai pas envie de le faire, ça me saoule, je le ferai pas, quoi. Et je trouve que là, par exemple, Patricia,
expérience en tant que candidat sur un poste de directeur recrutement canon. Quand j'étais chez Octo avec le cabinet de recrutement, j'ai eu 2-3 fois le cabinet qui était basé à Londres. Et le delivery était OK, le suivi était OK. J'ai pas trouvé un truc waouh, quoi. Mais c'était OK. Ok. Après, je suis relou, quoi. Hyper intéressant. Je sais que tu fais quand même appel à des RPO. Ouais, j'ai utilisé des RPO, pareil, quand je suis arrivé chez Artemis. J'avais un swap qui s'opérait où j'avais une collaboratrice qui partait, j'en avais une autre que j'avais recrutée qui arrivait qu'en mai. Et je t'avoue, j'ai mis une annonce sur mon LinkedIn. J'ai reçu des centaines de messages. Et je crois pas... Enfin, c'est pas que je crois pas. Aujourd'hui, il y a des collectifs autour du RPO qui sont, somme toute, très bien. Mais aujourd'hui, mon réseau LinkedIn me permet, grâce à mon personal branding, je pense que ça aide à trouver un RPO hyper rapidement. Quand je mets une annonce, on a beaucoup de retours aujourd'hui. Quand tu recrutes un RPO, c'est souvent un indépendant du coup? Oui. Ouais. C'est tout le temps un indépendant ou c'est souvent un indépendant? Bah, le RPO, c'est l'indépendant. Ok. C'est un indépendant qui a sa boîte, qui facture directement au mois. On convient d'un TJM jour, donc d'un taux journalier moyen, et il nous facture après sur les taux, sur la journée sur laquelle il va travailler. Si il fait un recrutement, il y a un petit complément qui vient s'ajouter en plus. Si pas de recrutement, on prend du TJM moyen. Mais pareil, le RPO, quand il arrive, moi, je le choisis, mon RPO, sur est-ce qu'il a déjà travaillé sur les métiers pour lesquels je recrute. Je veux quelqu'un qui a entre 5 et 7 ans d'expérience. Et attends, pourquoi tu dis qu'il recruterait pas? Parce que Non, c'est pas pas son dans métier. ce sens-là. En fait, un RPO qui n'a pas travaillé sur les métiers liés à l'infrastructure, pour moi, c'est trop compliqué. Parce qu'il ne va pas connaître... Non, mais quand tu dis il a une prime s'il recrute. Ouais, bah en fait, le RPO, il vient pas forcément... Il vient travailler sur la volumétrie, vient travailler sur un vivier, activer un vivier assez conséquent, dans ce sens-là. Ok. Mais ton RPO, quand tu le prends 3 mois, il va pas forcément recruter un collaborateur, tu vois. C'est pas... c'est plus le RPO, c'est plus un objectif de moyens, c'est pas un objectif de résultat. C'est dans ce sens-là. S'il recrute le candidat, il y avait une petite couche de surprime qu'on me donnait en plus, par recrutement. Donc toi, quand tu recrutes un RPO, Oui. tu as 2 objectifs. C'est effectivement qui te... Enfin, si je comprends bien, qui te crée, qu'il anime un vivier de candidats. Tout à fait. Même s'il ne recrute pas, en fait, c'est pas l'objectif pour toi du RPO. Ton objectif, c'est qu'il anime Qu'il anime le vivier. qu'il remplisse le pipe. Ouais, exactement. Ok. Que mon pipe, en fait, moi j'ai un ATS, que mon pipe vivier soit remis en action dans la boîte de réception, dans les précales, dans les entretiens RH, qui viennent alimenter, si tu veux, les charrettes de recrutement, qu'on puisse recruter. Mais la finalité, moi, de mon RPO, c'est d'avoir beaucoup plus de candidats à activer pour les besoins qu'on peut avoir côté client. Donc, il y avait ce premier objectif-là. Si maintenant, il vient recruter en plus, c'est une carotte supplémentaire qu'on donne. Moi, je le vois comme ça et ça marche bien. Et donc, tu trouves que c'est un fonctionnement qui va bien de recruter des RPO, ou est-ce que tu trouves que ça a des limites, ou est-ce que c'est vraiment... Moi, je trouve que ça a des limites dans la mesure où tu capites... Alors, moi, je suis pour avoir toutes les ressources en interne. Je préfère... Pourquoi ? Parce que je peux capitaliser sur mes collaborateurs en interne, sur mes équipes, les objectifs, les faire monter en compétences. Ma connaissance, elle est dans mes équipes. Tu vois, demain, ça va arriver puisque on a une très bonne nouvelle au sein de mes équipes. J'ai une future maman qui part en congé maternité, fin décembre, qui va s'arrêter 6 mois. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un. Donc, je vais prendre quelqu'un à RPO. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ma collaboratrice, elle reviendra. J'aurai besoin d'elle. Mais c'est juste qu'à l'instant T, si on a besoin de délivrer, soit tu prends un RPO, soit tu prends un CDD. Mais je trouve que le RPO est beaucoup plus facilement activable qu'un profil CDD. Parce qu'après, le CDD, tu as les précarités, congés payés. Voilà. Ok, intéressant. Pourquoi un RPO et pas un recruteur en intérim ? Parce que moi, le RPO, je peux le choisir sur mon LinkedIn. Et que je connais les bons RPO maintenant, tu sais. Et je sais pas, je préfère... Et après, entre nous, tu vois, sur l'écosystème, on arrive à se coopter des gens. Tiens, Fab, je sais que lui est que ce soit un recruteur indep ou un recruteur en RPO, et je préfère donner à manger à quelqu'un qui est seul ou quelqu'un qui est deux. Tu vois, plutôt que donner à un collectif où je sais que derrière, ils peuvent se gaver sur de la marge, et on se le cache pas aussi en termes de tarifs. J'arrive mieux à dealer quelqu'un qui est tout seul où ils sont 2 ou 3, ou demain de l'intérim où il doit faire tourner un manpower, un Expectra peut-être, je sais pas s'ils font du RPO. Je préfère le donner un indep, quoi.
Tu vois, alimenter un tu, peu. ouais, tu préfères alimenter, mais parce que comme ça, tu peux mieux négocier les prix. Combien ça rapporte une journée en RPO? Combien ça te coûte plutôt? Franchement, je crois que tu as tous les tarifs maintenant. Alors là, bon, sur le marché, c'est un peu compliqué en 2025. Il y a beaucoup de gens sur le carreau. Mais fut un temps, je sais que tu pouvais certains facturaient 600, 700, 800 balles par jour en RPO. Quand aujourd'hui, tu vois, tu recrutes à 350, 390, 400 jours. C'est ça, j'ai pas les chiffres exacts. Ouais, c'est à peu c'est près quoi la base? ça. T'en as, ils sont à 300, t'en as, ils sont à 800. Ça allait être ma question justement aujourd'hui. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner? Tu t'as commencé à nous donner des critères de sélection. Mais Ouais, métier. Ouais, alors Métier. il y a métier, ok. Est-ce qu'il y a d'autres déjà critères de sélection? Métier, l'approche candidat. Moi, je leur fais beaucoup parler autour de l'approche candidat. C'est quoi ta vision candidat? C'est quoi ta vision du marché? Et est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? En fait, est-ce que j'ai envie tous les matins d'avoir sa gueule en face de moi? Qu'on se le dise, appelons un chat, hein, tu vois. Mais après une évaluation, une fois qu'on a fait l'évaluation sur du star, parle-moi, je fais du star tout le temps, parle-moi d'une situation où tu as été en échec, est-ce que tu me peux parler de la plus belle réussite, vraiment. Donc de l'évaluation transposable sur les compétences dont on a besoin et sur le feeling. Et tu as besoin de quelles compétences quand tu recrutes en RPO? Quelqu'un qui est capable de travailler dans l'urgence en ESN. Ok. Quelqu'un qui est capable de travailler sur un besoin à 11h sur un profil ingénieur réseau système et à 13h capable de basculer sur un profil technicien support, à 16h capable de travailler sur un profil architecte big data, tu vois, qui est capable vraiment d'avoir cette logique et cette gymnastique de poste. Quelqu'un qui est capable aussi de travailler sur un ATS avec la culture du feedback aussi. Quelqu'un qui est capable d'appeler. Moi, j'ai connu des... Appeler qui? Appeler des candidats. Que des candidats? Le RPO qui est capable d'appeler tes candidats, qui est capable d'échanger aussi, d'avoir le relationnel avec tes commerciaux. Parce qu'en fait, tu as besoin de travailler avec les commerciaux sur « Ok, j'ai une mission client, viens, on se pose ensemble ». Quelqu'un qui rassure aussi, tu vois. Tu as plein de... Qu'est-ce que je peux avoir aussi? Quelqu'un qui preuve de pédagogie avec les commerciaux. Quelqu'un qui fait preuve aussi d'intelligence situationnelle quand tu es en réunion le jeudi, que tu dois présenter tes candidats. Comment j'amène mes candidats, comment je marque en impact auprès des commerciaux. Et je me dis, tu vois, est-ce que j'ai des commerciaux en face? Comment j'arrive à mutualiser cette personne-là au sein de mon équipe et avec les commerciaux aussi derrière? Quelqu'un qui a un peu de caractère, qui vient pas se faire marcher dessus, ou quelqu'un qui vient challenger un peu aussi le besoin. Tu vois, donc prise de hauteur aussi sur le besoin. Parce que des fois, on reçoit des besoins en recrutement. J'ai besoin de ça. Oui, mais c'est 3 profils. Non, le client, il en veut 1. Mais il faut prioriser. Je peux pas répondre. C'est impossible. Donc, tu vois, tous ces éléments-là, mis bout à bout, fait que, après, tu connais la culture de la boîte aussi. En ESN, tu es toujours en urgence. Toujours. Le besoin est pour hier. Ouais. Et qu'est-ce qui ferait que tu paierais un RPO 800 € ou 300 €? Selon toi, pourquoi certains facturent 800 et d'autres facturent 300 et parfois ont même de la difficulté à se vendre à 300 €? Je pense leur proposition de valeur. Okay. Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment... En fait, ils vendent un TGM plutôt que de vendre un aspect valeur perçue sur, OK, un RPO par exemple, c'est tant, sur le mois, ça vous coûte tant, peu importe que je fasse 2 jours, 3 jours, 4 jours, 6 jours, il faut avoir une approche beaucoup plus globale avec un forfait. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Moi, c'est cette approche que j'avais quand j'avais ma boîte. De me dire, plutôt que d'avoir une approche TJM, j'avais une approche proposition de valeur perçue différemment sur du forfait. Après, tu as l'expertise, tu as l'expérience aussi, tu as la légitimité sur les postes pour lesquels tu recrutes, tu as ton réseau, tu as ta visibilité aussi, qu'on se le dise, tu as ta visibilité aussi, ton personal branding qui passe aussi par là. Est-ce que tu as une méthode différenciante aussi? Est-ce que tu as des outils différenciants aussi avec quoi tu recrutes? Moi, si j'appelle un RPO qui me dit j'ai pas l'habitude de travailler sur un ATS, t'es un peu tocard, quoi. Excuse-moi. Quelqu'un qui ne sait pas travailler sur un ATS, qui ne sait pas structurer, organiser, séquencer ses journées, c'est compliqué. Et en fait, je pense que tout ça, t'as le RPO qui va se dire 300, 350 et quelqu'un qui va avoir une approche avec 600, 650 et le marché aussi. L'offre, la demande, le besoin actuel, l'offre, la demande. Quand à l'époque, tout le monde avait besoin d'externaliser, qu'on était dans une phase de scale pour toutes les boîtes, aujourd'hui, les boîtes, elles n'investissent pas. Elles n'investissent pas, elles ne recrutent pas, on n'a pas besoin de personne au recrutement. Et nous, on a des intercos à placer. Donc en fait, tu as les candidats qui étaient en mission, les consultants qui reviennent en mission,
qu'il faut staffer. Donc en fait, on n'a pas besoin de recruter. Serpent qui se mord la queue. Comme on n'a pas besoin de recruter, on ne fait pas appel à un RPO. Donc en fait, les gens cassent le prix. Au même titre qu'en ce moment, les cabinets de recrutement qui cassent les prix. Moi, j'ai vu des cabinets de recrutement, j'ai reçu des messages qui me proposaient des 8-10% de facturation sur le montant. On n'arrête pas Du salaire. la chute. Hein. C'est chaud. Ouais, hein. mais ça, c'est... Je pense que c'est le marché aussi. Tu vois, tu as une histoire de compétences, de marché, d'outils, de méthodes, de propositions de valeurs différentes, de personal branding. Et je pense que c'est une accumulation de différentes briques. Et moi, je dis tout le temps, il faut travailler son employabilité et te mettre dans une logique de succès pour que ça fonctionne. Moi, quelqu'un qui n'est pas visible sur LinkedIn, qui me dit je fais du RPO en volumétrie sur des méthodes... Enfin, non, quoi, c'est impossible. Ça me parle pas. Quand tu dis qu'il n'est pas sur LinkedIn et qu'il n'utilise pas LinkedIn, Ouais, c'est ça qui que tu veux n'utilise dire pas LinkedIn. Après, je sais que ça a un coût. Mais quand tu t'es lancé à ton compte et que tu me dis j'ai pas LinkedIn et que nous, on a des licences en plus En fait, tu as deux approches. Tu as les collectifs de RPO qui sont équipés en termes d'outils et que je sais que les consultants ont justement Ouais, bien sûr. des licences. Attends, tu peux juste nous donner des noms de collectifs de RPO? Moi, ça me parle pas du tout. Si, tu dois avoir, tu as Si, du j'ai Pragmatan avec Mathieu, tu dois avoir... T'as Talent People. tu as Talent People, exactement. Je sais que Groupe Actuel a lancé aussi une verticale RPO, où eux, ils sont équipés, c'est-à-dire que leur consultant qui vient en RPO est équipé à sa licence Ouais. recruteur. Tu vois, c'est des coûts. Comme tu as des coûts, en fait, il va te prendre plus cher. T'as le club RPO aussi. Club RPO, comme ton recruteur indépendant, lui, il va pas investir. La licence recruteur à l'année, c'est 10 000 balles, les gars. Hein. Bah, il y en a quand même plein qui le font. Hein. Tu as la Light qui te coûte 1400, 1500 euros. Donc, en fait, c'est mon why, c'est quoi? De quoi j'ai besoin? Et en fait, des fois, tu te rends compte, et on a déjà parlé, les consultants seuls ont du mal à travailler sur leur why. Pourquoi ils ont monté la boîte? Comment ils vont le faire? De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils proposent de différenciant quand aujourd'hui le marché est saturé? Il y a un autre élément, tu me dis si je me trompe, mais ils sont pas orientés business non plus. Voilà. Tu vois, il y a une question de... c'est intéressant parce que tu parles d'outils, tu Oui. parles d'expertise métier, Oui. donc tout ça, ça se valorise. Oui. Et ça se valorise souvent en termes de temps, Oui. en termes d'argent pour la Oui. boîte. Si tu prends un expert métier sur les métiers de la data, Oui. il n'y a déjà pas le temps de formation à faire. Donc, c'est du temps que tu économises. Ton ROI, il est direct, bien sûr. Exactement. Et tu as un aspect business aussi où beaucoup de consultants, c'était un peu, là, ces dernières années, c'était un peu l'opulence de tout le monde se lance en tant qu'indépendant. Mais en fait, ils n'ont pas d'approche business. Et je trouve qu'il manque un peu d'approche servicielle. Ou l'approche réseau. Tu vois ce que je veux dire? L'approche, c'est hyper utile de faire du réseau, d'aller en soirée, de rencontrer des gens, de créer de nouvelles rencontres. Enfin, commencer à rencontrer Dorothée ou avec Emra. Enfin, les rencontres étaient incroyables et les gens oublient tout ça. Ils veulent juste du one-shot et ils ne voient pas sur le long terme. Et je trouve que c'est dommage. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre que se lancer à son compte, c'est pas juste j'ai un client, je shoot, ok, je passe à autre chose. C'est comment j'alimente cet écosystème et comment cet écosystème devient vertueux, comment cet écosystème me sert à moi, me sert à mes clients, comment je suis recommandé aussi potentiellement auprès de pairs RH. Et je trouve que tout ça, c'est pas suffisamment encore ancré dans les Il y a mœurs. peut-être un sujet aussi que toi qui étais quand même très tech, et il y a quand même beaucoup de recruteurs de la tech qui viennent de la tech, Oui. et du coup, c'est pas des profils qui sont nativement et naturellement comme toi, Expansif, c'est-à-dire jaune. enfin comme nous trois d'ailleurs. Ouais. Non, qui sont ni rouges ni jaunes et qui C'est sont vrai. pas, qui se disent non mais moi je sais recruter, je connais les métiers. Et on était avant toi avec Yann Pelvet qui nous disait non mais ce qui est important c'est la compréhension du métier quand on va recruter. Mais tu l'as dit aussi, de comprendre le métier. Donc ils se disent bah moi je connais le métier, je connais un peu le recrutement. Oui mais quand tu es indépendant, tu es aussi censé être un entrepreneur. Et quand on parle de sujet de TJM, c'est exactement comme un salarié qui va prendre un premier poste. Il y en Tout a à un qui fait. est recruté à 35 et l'autre à 40 Tout à fait. ou à 42. Il n'y a pas de diff. C'est juste qu'il y en a un qui Mais la s'est diff, mieux elle vendu. s'est fait où? Non. Bah, c'est lui. Il y en s'est a un qui s'est vendu, mieux vendu. que l'autre. mais pourquoi? Parce qu'il a d'autres compétences. Moi, on me dit toujours. Pas toujours, ouais. Alors, je parle d'employabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur nos postes, on va te demander de faire du recrutement, de faire du marketing RH, de faire de la data visualisation. On va te demander d'être nounou, d'être pour les équipes, d'écouter, d'entendre, de te partir au combat aussi en copil, en codir, d'avoir. Et en fait, on te demande d'avoir tout ça sur un poste. Quand aujourd'hui, par exemple, à RPO, lui, son seul sujet pour certains, c'est je fais mon recrutement, rien d'autre.
Sauf que tu dois faire preuve d'intelligence situationnelle quand tu es en équipe, d'intelligence émotionnelle aussi avec quelqu'un de frustré. Tu dois savoir partager ton réseau, savoir aussi aller chercher du candidat sur LinkedIn. C'est bon. Chercher ton profil aussi sur LinkedIn, savoir travailler sur du process, sur la méthodo. Et tout ça, pour moi, c'est briques qui viennent s'accumuler et qui viennent travailler sur l'employabilité du collaborateur. Et c'est pour ça que certains aujourd'hui se vendent 35, 40, 45. Le métier, c'est le même. C'est juste que ce que tu fais dans ton métier et comment... En fait, c'est une histoire de quels moyens je mets en place pour aller recruter. Le mec qui va faire plus d'actions de réseau, de chasse, d'ajout LinkedIn. Moi, mon métier est fait par passion. C'est une passion. Donc, est-ce qu'il y a autour de l'expertise métier? Je pense pas, non. Donc... Et donc, par rapport à toi, ton point, c'est toujours comment ils réagissent par rapport aux candidats. Tu veux nous parler un peu de toi, l'importance pour toi que ça a, la gestion, de s'appliquer dans l'accompagnement des candidats? Ah ouais. Bah, tu vois, pour te donner un exemple hyper factuel, je suis arrivé chez Artemis et déjà sur les annonces, il n'y avait pas tant de réponses. Et en fait, ça m'a beaucoup emmerdé de me dire, OK, le candidat postule, j'ai pas tant de réponses. Donc aujourd'hui, j'ai affiché le temps de réponse. On répond au candidat en 72 heures en boîte de réception. C'est écrit dans l'annonce que tu vas lui répondre dans les en 72 heures. Ouais. En fait, sur l'annonce, via l'ATS, tu peux programmer un temps de réponse et le délai de réponse, chez nous, c'est 72 heures, 3 jours. C'est sur quel ATS? Team Teller. Donc en fait, on est sur Team Teller, on peut justement répondre sous 3 jours. C'est-à-dire que quand tu rentres en process, évidemment, en fonction des deltas, c'est différent, mais tu as un premier retour autour de 3 jours. J'ai mis un déclencheur automatique pour donner un dynamique. J'ai mis un déclencheur automatique pour donner du dynamisme dans ton process de recrutement. C'est-à-dire, si le candidat a postulé, là, c'est le matin, je demande de traiter tous les retours annonces le matin. Si j'ai pas le temps de l'appeler tout de suite, c'est pas grave, je le mets dans à qualifier. Dans à qualifier, j'ai mis un déclencheur automatique disant que on a bien reçu sa candidature, que son profil nous intéresse, qu'on va le contacter. Un peu sympa avec un smiley qui fait comme ça. Je te jure, j'ai un gif qui fait comme ça, il est canon. Quand le candidat, on l'a au téléphone, qui passe en entretien RH, on a finalisé il y a 1 mois le kit candidat. Et je suis tellement content de pouvoir avoir un kit candidat. Le kit candidat, le why, c'est de se dire, nous, en interne, on met en phase de réussite le candidat pour qu'il puisse briller en entretien. Donc, on lui explique qui on est, on lui donne plein de tips et astuces pour avant, pendant et après l'entretien. Donc, on lui a construit un truc sur mesure avec les équipes en interne. C'est un projet qui a duré 2-3 mois. Et je lui ai mis de la data externe. Donc, j'ai mis aussi des datas, des prises de parole d'Indeed. Je lui ai mis des choses aussi sur des articles de Job Teaser, des articles aussi de Welcome to the Jungle. Je me suis entouré de ce qu'on faisait en interne, tips et astuces. Je me suis entouré aussi de ce qui se fait sur le marché. Et en fait, le candidat reçoit un doc PDF de 10 pages sur comment briller en entretien. Connecte-toi avec un petit robot du coup qu'on a appelé Arti. Parce que Artemis, Arti, on a transposé à nos métiers. Et un truc hyper différenciant sur tu vis une expérience vraiment unique et légendaire chez nous avec une approche servicielle des candidats, évidemment la culture du feedback. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important ce process de recrutement. Donc le candidat reçoit ce petit kit de recrutement. Et à la fin du process, quand il est dans l'étape recruter, on va chercher aussi la partie NPS. Donc, on vient noter le process de recrutement et on vient noter à J+30 si la promesse vendue est bien en adéquation avec la promesse vécue et à 6 mois aussi. Donc, en fait, j'ai des déclencheurs automatiques qui repartent automatiquement. Ça paraît la Pour moi, c'est tellement science-fiction. logique. Moi, j'ai tellement entendu parler et avoir vécu des process de on va la mettre énormément en difficulté pour voir si elle est robuste, si elle tient la pression. Mais du coup, c'est quoi la dynamique de leur donner le maximum d'infos? C'est que tu veux vérifier qui a eu la curiosité d'aller se renseigner bien. Enfin, tu lui donnes carrément un En fait, je lui dis, chez nous, on veut du vrai, pas du parfait. Venez vous-même, venez préparer. Quand vous êtes en entretien en visio, allumez la caméra, éteignez vos notifications Teams, plein de petits insights qu'on leur donne pour qu'ils puissent briller. Et c'est de se dire, on n'est pas là pour vous emmerder ou pour vous piéger, comme on l'a pu le connaître, mais on est plus dans une logique de partenaire au recrutement. On est là pour co-construire une histoire ensemble. On vous donne vraiment toutes les clés pour réussir. Et tu ne pourras pas nous dire, oui, j'étais pris au piège sur le process, je ne savais pas que. Et en fait, tu enlèves tout ça. Et tu viens casser aussi un peu cette image du RH, du recruteur qui est là pour nous arnaquer, qui est là pour nous piéger, comme tu l'as dit, hein, qui est là pour nous saquer, qui est là pour... Non, pas du tout. Vraiment, je te jure. Et ça fait la différence.
Et tu vois déjà la différence Là, c'est implémenté depuis quand Depuis ça 15 jours. Ah oui, donc c'est... Sur 100% des envois qui a été faits, 100% des retours ont été utiles. Je suis trop content. Franchement, c'est incroyable. Franchement, je suis trop content. Mon petit kit avec le petit robot Arctic. Et en fait, si tu veux, le jargon, c'est vraiment l'univers. Le jargon qu'on a utilisé, c'est vraiment l'univers Artemis avec le petit robot, la connexion. Donc la connexion en cours, connexion terminée. On a hâte de vous retrouver. J'ai fait une version augmentée des avatars des équipes aussi, où les équipes se présentent. J'ai Bon, vu. ouais, voilà, tu vois, donc bonjour, je suis Fabien. Quand je ne recrute pas, je fais un peu de création de contenu et tout le monde a mis sa patte. Et en fait, tu humanises un process où des fois ça manque d'humanité. Oui, mais c'est génial. Mais c'est difficilement transposable, par exemple, pour un cabinet de recrutement. Si. Enfin, j'essaie de... C'est hyper simple. Parce qu'en fait, dans ton cabinet, comment je mets en réussite. Moi, vraiment, le why, c'était comment mettre en réussite mon candidat pour briller en entretien. Donc, toi, quand tu vois ça dépend où ton candidat arrive. C'est-à-dire que toi, tu as une approche servicielle auprès de tes candidats pour le cabinet de recrutement. Oui. Donc, de se dire, nous, on attend ça de vous, on a besoin de ça de vous pour la mission en question. Donc, tu peux très bien te dire, je laisse une page blanche où je rajoute des éléments de contexte liés au client, par exemple. Mais tes candidats, tu vas tous chercher... qu'ils soient ponctuels, qui allument leur caméra. On va les évaluer sur une compétence. Nous, on leur a donné le méthode d'évaluation qui est STAR. Donc demain, le candidat peut pas me dire, vous m'avez pris au piège. Moi, je vais donner juste une histoire. J'ai un candidat, un commercial, excuse-moi. J'ai un commercial que j'ai recruté qui m'a dit, je ne m'attendais pas à ce que vous me demandiez des éléments sur mes KPIs, sur mon CA, sur mes réalisations. Vous m'avez pris au piège, monsieur Caldarella. Oh là. Alors, là, il faut que tu fasses appel à Merway. C'est chaud, non? Je pense que Merway, il l'aurait pas accueilli très favorablement. C'est chaud, non? T'es sales. Non, mais il y en a qui... Non, mais attends, c'est lunaire. Non, mais... C'est lunaire. Donc, en fait, on évite tout ça. Et je pense que c'est transposable à un cabinet de recrutement. Je pense que ça mérite un petit peu d'être adapté. Mais c'est pas impossible. Ok, c'est intéressant. Ouais, est-ce que tu as envie de soigner tes candidats? Moi, je veux que mes candidats, quand ils sont dans le process, ils kiffent, quoi. Et ce qui est intéressant, alors ça c'est la partie interne que toi tu as développée. Oui. Est-ce que vos clients, donc puisque vous transmettez du coup ces candidatures-là à vos clients. En dossier de compétences, tout à fait. Exact. Est-ce que vos clients, ils sont sensibilisés sur ces éléments que tu viens d'évoquer? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Oui, en relais par les sales chez nous. Okay. Parce que nous, quand le consultant l'a recruté chez nous, ils font l'envoi en mission client. Et nous, on brief systématiquement tous les consultants qu'on envoie au contexte client. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce poste qui s'ouvre? Est-ce que c'est délicat parce que ça a été un consultant qui a eu potentiellement un comportement pas adapté, un manque de compétences techniques? Donc tout ça, les consultants, on les forme avant les entretiens. Enfin, pas on les forme. On échange avec eux sur les éléments de contexte sur ce client en particulier. Parce que nous, on a des centaines de clients, mais tous les contextes sont différents de clients. Tous. Ils sont sensibilisés, ouais. Ok. Parce que c'est des demandes, pour te couper, c'est des demandes qu'on a de plus en plus dans les appels d'offres sur c'est quoi la politique RSE que vous avez, quels engagements vous avez. Ouais, et de plus en plus, c'est demandé dans les AO. C'est intéressant. Et justement, j'allais venir, quand vous travaillez avec des clients, oui. Vous travaillez au succès, comme on pourrait retrouver en cabinet de recrutement, ou c'est d'autres forfaits? C'est pas appelé comme ça, c'est-à-dire quand tu es référencé chez un client, oui. Tu as deux types d'approches. Soit tu as des plateformes qui te disent, par exemple, un client bancaire va rechercher un architecte big data, elle va apparaître sur la plateforme. Sauf qu'en fait, cette plateforme est accessible à des centaines d'autres ESN. 6 sont référencés. Liste 1, liste 2, liste 3, parce que tu as des histoires de référencement. Tu as des histoires de qui est prio, qui a un peu le truc avant, et après les autres, ils mangent, si tu veux, 10 jours, 5 jours après. Okay. Et tout le monde peut répondre à ce besoin-là. En face, tu as ton client. Ton client, c'est est-ce que tu as suffisamment développé de la proximité, de la confiance, pour qu'il puisse prendre ton profil en phase, on va dire en amont. Mais oui, c'est un peu... on n'appelle pas ça au QC, mais est-ce que ton besoin est pipé? Est-ce que ton besoin est réel? Est-ce qu'il va recevoir ton candidat, nos consultants en nous, qu'on a en interco, qu'on a recruté, pour l'embaucher chez lui en mission?
Ça passe que par les plateformes? Pas plateforme ou non, alors tu peux avoir des plateformes. Après, tu as des échanges classiques les plateformes, c'est pour les très grosses. Par exemple, pour la banque. On a SG, BPCE, Natixis, BNP. Mais si tu as développé une approche beaucoup plus servicielle avec un commercial qui est là, qui va glaner les besoins, qui va sur site, tu les as un peu en amont de phase, les besoins, et on a quelques jours avant qu'ils le lancent sur la plateforme. Mais oui, tu es en compète avec tous les autres ESN, tu es en compète avec Malte, le Hibou, Turnover IT, parce que les clients publient aussi leurs besoins sur les plateformes de freelance, en direct. Et quand on voit donc sur la plateforme, comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas du tout C'est plateforme d'AO, donc tu reçois l'appel d'offres, et nous, on shoot le CV. Le CV. Mais il n'y a pas de paiement à ce stade-là. Non, pas du tout. Donc c'est du succès. Ouais, c'est ce que je te Ok, dis. ouais, On appelle ça du succès. Est-ce que je travaille dans le vide ou pas pour le besoin qui m'est remonté? Et ça vous arrive de travailler sur une sorte, je sais pas comment ça s'appelle en ESN, une sorte d'acompte? Oui, c'est de l'infogérance. Ok. Ce qu'on appelle l'infogérance ou du forfait, c'est-à-dire qu'on vend 3, 4, 5 people en même temps où on sait qu'on va staffer. Tu vois, c'est-à-dire que on va pas appeler ça de la compte, c'est juste que le projet a été gagné, on sait qu'on va devoir staffer. Donc là, il n'y a plus une obligation de moyens, il y a une obligation de moyens et de résultats parce que le projet se lance le 1er janvier. Le 1er janvier, il me faut les 4 consultants qu'on doit staffer. Voilà comment ça fonctionne. Ok. Peu importe, soit on travaille en interne avec des collabs qu'on a, soit nous, on peut avoir des consultants qui nous facturent, qu'on revend aux clients directement. Parce qu'il faut savoir que certains freelances ne peuvent pas passer en direct avec les gros, parce qu'ils n'ont pas les référencements. Tu as certaines boîtes où tu as besoin d'être référencé sur liste. Ça, moi, ils me le disent souvent, les indépendants, tu vois. les petites structures. Ouais. Ouais, ils n'arrivent pas à travailler. Alors, il y en a qui y arrivent quand même, mais on ne sait pas comment ils font. Parce qu'ils connaissaient quelqu'un au côté opérationnel qui a passé le truc, il est passé en portage salarial via une boîte qui prend 3%. C'est un enfer. 3-4% quand nous, on essaie de marger à 20, 25%, tu vois. À l'époque, il y a quelques années, je sais que les ESN se régalaient. Ils avaient du 30, du 40% sur certains profils. Aujourd'hui, c'est impossible. Le marché est trop mature. Et puis, je vois énormément, là, depuis quelques mois, des candidats, enfin des consultants qui se plaignent des marges des ESN. Ça a toujours été, ça sera toujours pareil. Ils nous enquiquinent un peu, non, pour être sympathiques. Ils nous emmerdent. Ouais. Bah, derrière, t'as des coûts de structure. T'as une boîte à faire tourner, t'as les équipes chez nous en interne, t'as des logiciels, t'as tout, tu vois. On a des référencements. Et t'as des intercontrats qui T'as sont des pas... intercontrats aussi, mais on a un coût de structure dedans. Ouais. T'as tout. T'as la compta, t'as derrière la DV, t'as les équipes recrues, t'as les équipes RH, t'as du suivi, t'as la facturation, t'as des loyers sur lesquels on paye. Enfin, il y a toute une logique. Maintenant, te dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est leur combat de critiquer la facture. Enfin voilà, maintenant c'est le modèle, il a toujours fonctionné, je pense qu'il fonctionnera toujours comme ça. Les marges, ça se discute, mais je pense qu'il n'y a pas à taper, si tu veux, du poing ou montrer du doigt un peu les ESN. Le modèle est comme ça te plaît pas, c'est OK. Et tu vois, juste pour rebondir, aujourd'hui, on a certains clients qui veulent aussi faire de la pré-embauche. Ils nous mandatent 6 à 8 mois pour après recruter le consultant. Bah ça, on en voit des ESN qui ouvrent un volet recrutement. Pré-embauche. Ouais, parce que du coup, derrière, ils se disent non, mais il faut quand même que je régale aussi, que je me régale à ce moment-là. Je vais pas passer le truc gratuitement. Donc, ils ouvrent. Ou peut-être pour se débarrasser des. Enfin, débarrasser, c'est non, moche, mais... je pense que c'est renforcer le lien de confiance que tu peux avoir avec ton client et avoir des sponsors que tu avais en consultant que tu fais embaucher par ton client. Moi, j'ai déjà connu des boîtes qui, après 3-4 ans de mission avec le consultant, ils veulent embaucher le consultant. Donc toi, tu fais quoi? Tu as des clauses de non-débauchage auprès de ta boîte. Tu les fais embaucher ou pas? Bah ouais, c'est un sponsor en plus. Si demain j'ai un besoin que le mec il passe tech lead sur le projet, je sais que je peux appeler Julie, Jessica, Mohamed qui était chez moi en poste. Tu peux me voir ce CV s'il te plaît en prio? Et puis c'est souvent un argument dans les process d'embauche. Vous faites recruter par nos clients, vous êtes recruté en interne. Et aujourd'hui, c'est un peu le Graal pour beaucoup. Beaucoup veulent aller chez le client final. Oui, bien sûr. Plus en ESN. Et donc, c'est des tremplins qu'on peut activer sur certains clients, de se dire venez 6 mois, 8 mois chez nous, en prestation, et après, vous vous faites embaucher par le client. Ok. Bah, voilà. On en sait plus sur le monde des ESN. On adore. Moi, je suis dedans depuis 2018 et je kiffe.
Bah ouais, c'est ce que tu disais quand j'adore. t'étais pas encore, J'adore. quand t'étais encore à ton compte. C'est marrant Ouais. parce que c'est vrai que enfin, honnêtement, moi, je trouve que tu me redores le blason des ESN parce que j'en ai pas forcément une image. Alors, je connais très peu le milieu, mais ce que j'entends, c'est que c'est vraiment un milieu très dur, enfin, C'est que je voyais compliqué, très froid et très. En fait, c'est difficile opaque, et- c'est-à-dire que je pense que C'est opaque, ouais. sur les en fait, on entend beaucoup de mal des ESN, mais on connaît pas les coulisses finalement. On sait pas Ouais. comment ça se passe en interne, on connaît pas leurs difficultés, on connaît pas. Enfin, tu vois, et on connaît que le côté négatif parce que de toute façon, l'être humain a tendance à voir que le côté négatif et c'est ce qu'on voit sur les réseaux. 1000% d'accord. Tu vois, 1000% T'as d'accord. aucun consultant qui a remercié son cabinet de conseil de l'avoir placé chez tel client, etc. Donc, Jamais. forcément. Mais pourquoi? Parce que les gens sont ingrats, ma chérie. Et là, on parle de Mais la parce qu'ils gratitude. n'avaient pas encore reçu ton petit guide. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu l'as téléchargé, mon petit guide? Non, mais pas encore. Eh ben, il Je était vais- sur LinkedIn, va le télécharger, je merci vais- beaucoup. Ouais, mais en ce moment, je fais une petite pause. Ouais, je l'ai mis. Et ben en tout cas, c'est le moment de conclure. Merci Fabien. Merci Kemra. Ouais, merci beaucoup Fabien, c'était un plaisir de te recevoir, toujours avec une super énergie. J'adore. Une super énergie, beaucoup d'insight, donc... Tu nous as fatigués, regarde comme on est. C'est vrai, arrêtez. Non, merci beaucoup et à bientôt. Et surtout, on slay pour toujours. Yes. Bye.